coûte moins cher que beaucoup de voitures qui coûtent 50 000 euros. Une Porsche 911, contrairement à ce Les que les gens- amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Limitless. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Nicolas de la chaîne Le Vendeur Automobile qui a accepté très gentiment de participer au podcast. Je pense que vous allez kiffer écouter cet entretien. Moi, à titre perso, je préfère le dire avant de commencer, je suis un gros fan de sa chaîne. Donc vraiment, C'est merci cool, c'est gentil. pour l'exercice. Et je vais te laisser peut-être te présenter en 2 mots. Ouais. Et après, je vais te poser des petites questions. Ça marche. Et voilà. Et top, déjà merci de me recevoir dans ton podcast, c'est vraiment cool de ta part. J'aime Avec bien le plaisir. format, j'en ai écouté déjà quelques-uns, donc merci à toi. Pour me présenter très rapidement, donc Nicolas Roland, moi je suis fondateur de la société Le Vendeur Automobile, avec mon associé Romain Griveau. On est spécialisé dans la création de contenus digitaux à destination des constructeurs automobiles et des acteurs périphériques aux constructeurs automobiles, D'accord. assurances, banques, établissements financiers. Et j'ai aussi une bonne partie de mon activité autour de la formation pour les vendeurs en concession automobile. Donc on travaille avec beaucoup d'énormes groupes comme Groupe Volkswagen, Toyota en France. Et on les forme à l'aspect comportemental, comment réaliser une vente parfaite, et aussi au social selling, le fait de vendre avec les réseaux sociaux. Je te l'ai D'accord. fait en très court. Là. Ok. Et alors, est-ce que tu pourrais peut-être nous en dire un petit peu plus sur comment tu es arrivé parce que là, aujourd'hui, on voit l'arrivée. Ouais. Mais je veux dire, quel a été ton parcours du coup avant ? Alors déjà, ce qu'il faut préciser, c'est qu'aujourd'hui, contrairement dans l'automobile, aujourd'hui, tu as 9 personnes sur 10 qui font un métier un peu similaire. Certains vont appeler ça présentateur auto, tu vois. Moi, je me définis plus comme un entrepreneur avant d'être un présentateur auto. 90% des gens aujourd'hui ne gagnent pas d'argent avec leur chaîne YouTube automobile C'est clair. et 2 roues. C'est exactement la même chose. Nous, aujourd'hui, on a une équipe de 11 personnes. On s'est structuré parce qu'on s'est rapidement rendu compte que nos audiences nous permettaient non seulement de générer une notoriété pour une marque, pour un annonceur, mais aussi qu'on crée de la valeur pour ses clients. Alors ça, c'est le premier point. Ça a son importance. Pourquoi ? Moi, je suis venu du métier de la finance. J'ai bossé 10 ans en finance. Précédemment, j'ai bossé dans un fonds d'investissement. J'ai monté tous les échelons. À la fin, j'étais directeur d'investissement avec des grosses équipes à gérer. Et ça, tu as commencé à quel âge ? Enfin, je me permets de te couper, mais- Non, pas de souci. J'ai commencé à 25 ans exactement. Ok, donc jeune. Ouais, assez jeune. Et puis, j'ai commencé à prendre des positions stratégiques à partir de 30. D'accord. Voilà. Et puis, en 2019, s'est posé un dilemme assez fort. J'ai reçu une offre très intéressante pour prendre la direction générale d'un fonds en venture capital, spécialisé dans la fintech et la medtech. Et le truc, c'est que j'étais passionné d'automobile. Et en discutant avec mon ancien patron qui possédait le fonds d'investissement, lui me dit écoute, en gros, ce serait quoi ton rêve si demain on te file 100 millions d'euros, qu'est-ce que tu fais de ta vie, quoi ? Ouais. Parce que je suis pas du tout le genre de mec à acheter des conneries et puis rien foutre de mes Surtout, journées. je pense que tu as vite fait le tour. Enfin, T'as vite fait le tour, au bout de 6 mois, 1 an, t'as Ouais, fait le c'est tour, ça. t'as envie de faire autre chose. Et là, vraiment très naturellement, je lui réponds, moi, vraiment, si j'avais de l'argent, je lancerais mon propre média auto. Tu sais, c'est ma passion depuis que je suis gamin. excellent. Et donc, du coup, j'avais jamais pensé à ça, tu vois, et j'y réfléchis. Et puis, au bout d'une semaine, je me dis, ok, go. En fait, la position de directeur général dans un fonds de capital venture, je vais pas la prendre. Donc, je les ai rappelés. D'accord. J'ai rappelé le chasseur, j'ai rappelé la boîte, je leur ai dit non, je veux pas. Et puis j'ai lancé donc avec mon pote Romain Griveau, qui était un copain de longue date, qui lui à la base vendait des voitures. Mais moi je voulais pas vendre de casse, je voulais faire du digital. Mais en 2019, quand tu disais que tu allais faire du digital et en vivre, je peux t'assurer que Tout le monde te les regarde. annonceurs te prenaient pour un psychopathe. Ouais. Et donc du coup, on se lance là-dedans. Première vidéo. Alors, avis à ceux qui veulent se lancer. Hein. Première vidéo, au bout de 15 jours, j'avais fait 41 vues. Je pense dont l'immense majorité avait été générée par ma mère, mon père, mon frère et Le quelques cercle potes, proche. tu vois, qui avaient fait le visionnage sur plusieurs de leurs appareils pour faire des vues. Donc, autant te dire qu'au bout de 15 jours, c'est un petit peu compliqué à dire que tu vas en faire un business. Mais bon, on avait de l'argent, on a pu investir. On s'est planté, on s'est relevé, on a essayé des choses, plein de choses qui n'ont pas marché. La plupart des choses qu'on a essayées n'ont pas marché, pour être transparent. Et après, ça a commencé à prendre au bout de 1 an et demi, 2 ans. Et ça a explosé en fait sur 2023 avec une prise de conscience des annonceurs sur l'intérêt d'aller annoncer sur le digital.
au détriment de médias classiques comme la presse écrite, bon, qui est aujourd'hui malheureusement, et pourtant j'adore la presse écrite, ça a baigné toute mon enfance, ça m'a appris à lire, ça m'a appris à raisonner, etc. Mais qui malheureusement aujourd'hui est sur la fin. De vitesse. Ouais, les gens lisent moins. Même sur la fin, je dirais. Enfin, il n'y a plus d'audience, c'est catastrophique et c'est bien dommage. La télé, toi aussi, on est d'une génération assez proche. On regarde de moins en moins la télé. Moi, j'ai acheté une télé chez moi, c'est pour regarder des films. C'est pareil, je fais que du replay ou éventuellement du YouTube. Twitch, YouTube, Netflix, Amazon Prime. Le vendredi. Ouais, chaque vendredi à 17h. Exactement. Voilà. Et en fait, on a ça. La radio aussi. Bon, la radio, je pense que c'est vraiment d'une autre époque. Et forcément, il faut trouver d'autres supports, d'autres canaux de communication pour annoncer, pour parler de ses produits, pour parler de ses services. Et il est vrai qu'aujourd'hui, le digital, on passe en moyenne 2h26 par jour. Il y a une étude de We Are Social qui est sortie en juillet dernier qui disait ça. En France, les Français utilisent chaque jour en 2023 les réseaux sociaux. Je ne parle même pas de leur portable. Les réseaux sociaux, 2h26 par jour, et à 80% des Français qui sont connectés au réseau. Donc, bon, c'était pas du tout les stats de 2019. Il y a un marché qui est colossal. Et nous, on se positionne là-dedans. Et ça marche bien, ça marche même très bien. Aujourd'hui, on a des problématiques différentes d'il y a 4 ans où c'était dur d'avoir du deal. Là, aujourd'hui, c'est dur d'avoir des dates. Donc, c'est cool. Après, non sans mal, parce qu'on a une équipe qui est hyper investie, avec une équipe de commerciaux. On a aussi les monteurs, caméramans. Donc, il y a vraiment besoin d'investir pour que ça marche. Parce que, du coup, je me permets de te poser une question en te coupant, mais bien sûr. Par exemple, sur tes tournages, en moyenne, pour sortir une vidéo par semaine, tu fais plusieurs tournages par semaine pour avoir beaucoup de stock. Tu es en flux tendu. Non, jamais en flux tendu. On a toujours beaucoup de stock. On a au moins 2 mois de stock minimum. Ça peut monter à plus. Mais souvent, quand c'est à plus, on essaye de poster plus de vidéos. Ça nous est arrivé il y a 2 mois. Ça dépend de l'actualité, ça dépend aussi des velléités des annonceurs à faire des deals. Tu as des périodes qui sont plus propices que d'autres et inversement. Mais on essaye toujours d'avoir pas mal de backlog de stock de vidéos. Bien sûr. Bah oui, j'imagine. Surtout que toi, du coup, c'est un format vraiment hebdomadaire. C'est une fois par semaine. Et derrière, tu as des shorts qui tournent sur... En fait, des shorts, on en poste tous les jours. J'en poste tous les jours sur toutes mes plateformes. Et il y a la vidéo YouTube, c'est tous les vendredis. Il y a des semaines où on poste 2 vidéos, mais si tu me suis, tu sais que c'est plutôt rare. En général, c'est chaque vendredi à 17h. Et on va... bientôt 1 million d'abonnés. Bientôt, dans pas longtemps, 1 million d'abonnés. Ouais, j'espère bien. Là, on est à 400, presque 440 000 sur YouTube. Et effectivement, nous, notre volonté, c'est d'offrir une visibilité organique à nos clients. Et j'insiste là-dessus, parce que bon, on a forcément des concurrents, tu t'en doutes. On a fait plus de 207 millions de vues sur l'année 2023. Pour te dire, Automoto TF1, eux, ils ont fait 63 millions dans le digital. Et Turbo, M6, ils ont dû faire 40 millions. Donc, incroyable. Alors, certains, la dernière fois, j'ai dit ça, on m'a dit oui, mais eux, c'est plus la télé. Je fais, la télé, ok, c'est en train de décroître. Bien sûr. Ils ont des équipes qui sont assez conséquentes pour le digital. Et aujourd'hui, malgré des positions ultra dominantes dans le média auto, ils font même pas le tiers de ce qu'on fait, tu vois. Alors après, il y a aussi une volonté stratégique de ces grands groupes à peut-être pas trop pousser sur le digital, mais en tout cas, même quand ils essayent de pousser, je parle de TF1, ils ont beaucoup de mal à nous suivre. Ils sont moins flexibles. En fait, même si c'est déjà bien, évidemment, d'avoir une dizaine de personnes qui bossent sur toi, mais eux, c'est des mastodontes. Bien sûr, il y a beaucoup plus de pivoter, c'est 100 fois plus compliqué. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et juste pour revenir au sujet, donc nous, en fait, notre force, c'est de proposer de la vue organique. Donc nous, la plupart de nos opérations, en moins de 60 jours, en moyenne, on fait 1,5 million de vues. Alors, peut-être pour préciser, vue organique, c'est en opposition à de la vue payante. Exactement. Voilà. Pourquoi, en fait, je dis que ça a une vraie valeur, et c'est pour ça que nous, on a 93% de nos clients qui réitèrent d'année en année les opérations, tu vois. Donc, on a un taux de réitération et de fidélité qui est énorme. Parce qu'en fait, on a des vues, notamment sur YouTube, qui sont très longues. En moyenne, une vidéo, moi, sur ma chaîne, quelqu'un qui regarde une de mes vidéos, c'est 12 minutes de visionnage. C'est une moyenne. Ce qui est beaucoup. Sur des vidéos en moyenne de quoi, 30 minutes ? Ouais, 25-30 minutes. En moyenne, il regarde la moitié. Il regarde 50% de rétention, c'est... Donc tu vois, par exemple, quand tu fais 240 000 vues en moyenne, moi, si tu prends toutes les vidéos depuis le départ, je dois être à 240 000 vues par vidéo sur YouTube.
240 000 vues, 12 minutes, ça fait que tu remplis 3 stades de France pendant 12 minutes. Ouais, c'est incroyable. Tu vois, quand tu raisonnes comme ça, ouais, tu te dis, c'est vraiment un truc de fou. La loi de l'impact, genre les réseaux sociaux et tout, c'est un levier fou en fait pour le business. Exactement. Donc on s'insère là-dedans. Et puis 2024 va être encore une meilleure année, je pense, dans le digital, parce que de plus en plus d'entreprises, pas que dans l'automobile et le deux roues, d'ailleurs dans d'autres secteurs d'activité, commencent à se dire, bon, on était réfractaires jusqu'à maintenant à aller sur les réseaux sociaux, à raisonner social media. Peut-être que maintenant, on va devoir y aller et on est obligé d'y aller. Surtout que c'est même plus de l'innovation, c'est combler un retard. Enfin, je veux dire. Ouais. Alors après, tu sais, c'est toujours dur. Tu parlais d'inertie. Il y a beaucoup de grandes entreprises pour lesquelles, je sais pas, tu prends une entreprise comme Renault, ils vont pas aller sur les réseaux sociaux du jour au lendemain. Là, ils ont une stratégie qui a été payante sur la télévision avec des super publicités. Ils ont un service marketing. Je prends l'exemple de Renault parce que c'est celui auquel je pense là. J'en parlais 5 minutes avant d'arriver. Ils ont un service marketing qui est tout à fait au fait de tout ce qui se passe dans les social media, qui sont vraiment bons. Voilà. Et si tu veux, eux, aujourd'hui, passer full digital, c'est quelque chose qui nécessiterait des adaptations d'équipe, des adaptations hiérarchiques, organisationnelles profondes. Et du coup, ça peut pas se faire en 5 minutes. Bien sûr, tu vois. Bien sûr. Donc, il faut aussi... Je vois, il y a certaines personnes qui critiquent les entreprises qui passent pas full digital, etc. Il faut prendre en compte ces points-là. Il faut remettre dans le contexte. Ouais, il faut remettre dans le contexte pour essayer d'avoir un petit peu de recul et cette vue hélicoptère, tu vois. Je comprends. Et du coup, toi, quand tu as lancé ces activités-là, tu as complètement quitté ton job? Oui. En fait, j'estime, moi, je savais très bien, et j'avais rencontré beaucoup d'entrepreneurs, avis à ceux d'ailleurs qui pensent qu'ils vont pouvoir lancer un business à côté de leur job d'employé. C'est compliqué. Alors, moi, personnellement... Moi, je l'ai fait. Alors, du coup, mais je te cache pas que c'est très compliqué. C'est compliqué si tu veux vraiment gagner de l'argent. Ouais. Moi, après, je voulais... voilà, je venais d'un milieu, je gagnais très bien ma vie. Je voulais continuer à très bien gagner ma vie, mais gagner encore plus. Bien sûr. Bon, je pouvais pas faire ça 15 heures par semaine. Non, c'est sûr. C'était incompatible. C'est sûr. Et tu l'as anticipé quand même, j'imagine. Financièrement ? Ouais, bien sûr. Je l'ai anticipé plus d'1 an à l'avance, plus d'1 an avant de partir, en me disant, voilà, j'ai de l'argent, je peux attendre 2 ans sans rien faire, sans problème, ça change pas mon niveau de vie. Ouais. Je voulais pas que ça affecte ma vie personnelle. Donc effectivement, il faut le préparer. C'est le plus smart, bien sûr. Je pense quand tu pivotes et tu changes complètement de secteur, et notamment quand tu prends du risque. Moi, j'ai pris du risque. Je connaissais personne dans les médias, personne dans l'automobile. Et surtout, c'est pas que tu t'affiches, mais je veux dire, tu prends le risque de te montrer sur les réseaux, d'avoir potentiellement un public et potentiellement de te griller. Tu peux te griller. Ouais, bien sûr. Donc non, je l'avais préparé et je me suis toujours dit en fait que j'avais pas de plan B. C'est-à-dire que, tu vois, il n'y a pas longtemps, je parlais à un entrepreneur qui est en train de se lancer, un jeune, et il me disait, moi, de toute façon, au pire, je pourrais revenir à mon ancien job. Ça, pour moi, c'est un très mauvais réflexe, c'est un très mauvais raisonnement. Moi, honnêtement, quand j'ai... Exactement. Moi, quand j'ai lancé mon projet, j'ai tout donné. 7 sur 7, vraiment. Et ceux qui me connaissent, les gens avec qui je travaille, ils savent. Tu sais, quand je bossais en fonds d'investissement, je me rappelle... il y avait des gens qui étaient très intelligents, que j'estimais beaucoup plus intelligents que moi. Et en fait, je me disais, mais comment je peux faire la différence face à ces personnes ? Je ne le ferais pas sur les capacités intellectuelles. Je le sentais. Il faut savoir ce qu'on vaut à des moments. Et donc, du coup, je me suis dit, par contre, sur le travail, j'ai cette pugnacité, cette persévérance qui vont faire que travailler plus que ça, je pourrais le faire, par contre. Et après, tu rencontres beaucoup de gens qui te disent, oui, moi, je bosse 15 heures par jour, moi, je fais 7 sur 7, etc. Dans les faits, des gens qui font vraiment ça, moi j'en ai connu très peu. Et notamment quand j'étais en fonds d'investissement, où on avait cette culture de beaucoup travailler, qui était synonyme de réussite, réussite dans la hiérarchie, dans l'organisation, mais aussi réussite financière. Et effectivement, rares sont les personnes qui sont prêtes à faire tous ces sacrifices. Je les ai faits, non seulement en fonds d'investissement, je les ai faits après quand j'ai lancé mon projet. Bon, aujourd'hui, je récolte ce que j'ai semé, mais c'est compliqué, c'est vraiment un long chemin. Et quel que soit le niveau de réussite qu'on peut avoir, parce que j'estime que j'ai encore beaucoup d'échelons pour vraiment dire que j'ai réussi, même si mon business marche aujourd'hui. Clairement, tu as un super business. Oui, bien sûr, mais il ne faut pas non plus croire que... Non, t'es pas arrivé. Que je suis arrivé, tu vois, exactement. Bien sûr. Et quel que soit le niveau de succès qu'on peut avoir, en tout cas, il y a une chose qui est commune à toutes les formes de succès, selon moi, c'est la résilience, la pugnacité, la persévérance, et surtout le travail. Bien sûr. Si tu as ces 4, tu pourras réussir. Après, rien n'est dit que tu réussiras et tu deviendras milliardaire. Bien sûr.
Mais au c'est moins, pas mon tu te donnes objectif. les chances. Mais tu te donnes les chances. Bien sûr. Ouais. Bah, ça, c'est évident. Mais d'ailleurs, je pense que c'est valable pour l'entrepreneuriat, mais même dans le sport ou Ouais, bien autre. sûr. Je veux dire, dans la vie, Ouais. faut se bouger, non, clairement. Ouais. C'est un peu bateau de dire ça. Hein, Ouais, mais non, mais vrai, je c'est sais. la vérité. Mais en fait, c'est vrai. On enfonce des portes ouvertes en le disant, mais c'est la réalité. Ouais, c'est vrai. Ok, alors, on va changer un peu de sujet. Ok. Non, on va pas vraiment changer de sujet, on va parler de voiture. Ok. C'est quoi puisque du coup tu t'es lancé dans ce monde de l'automobile, c'est quoi ton premier souvenir auto? Genre la première fois où tu t'es dit putain les voitures c'est vraiment la folie. C'est mon truc. La première fois c'était j'étais monté dans une Ferrari Testarossa, mais j'étais jeune, j'avais je sais pas 4 ou 5 ans. Ça a été la première fois que en fait ce qui m'avait marqué, moi, ce qui m'a toujours marqué dans l'automobile, qui m'a fait vibrer, c'est le bruit d'un échappement d'une voiture très puissante, tu vois. Et j'ai ce souvenir qui est assez imperceptible parce que je serais incapable de dire exactement quel est le son, quel est le régime moteur, tout ça, tu vois, que j'ai entendu. Mais c'est la première fois que j'ai un souvenir auto ancré dans ma mémoire. D'accord. Et c'était une Ferrari Testarossa avec un échappement modifié. Donc voilà, c'est le premier souvenir quand j'étais gamin. Excellent. Et du coup, même si évidemment j'imagine qu'entre-temps ton parcours a fait que tu es passé par d'autres étapes, etc. Mais tu t'es toujours dit à cette époque, je veux finir dans le monde de l'auto, ou c'est venu petit à petit? Disons que en fait la vie fait que c'est toujours très difficile et très peu compatible de lier ta passion à tes attentes de vie. Je m'explique. En gros, j'ai envie d'avoir une famille, acheter une maison, partir en vacances, et j'ai envie de vivre de ma passion. C'est très dur. Et si tu regardes autour de toi, autour de n'importe qui, hein, c'est Bien pas sûr. toi en particulier, mais si tu regardes autour de toi, tu vas voir très peu de personnes qui vivent véritablement de leur passion. Parce qu'il y a beaucoup de gens, tu vas leur dire, est-ce que ça te plaît ton taf? Bon, excuse-moi, quand tu es expert comptable dans une boîte, même si c'est très intéressant, tu vas pas me dire que c'est ta passion. Ouais. Ok, comme moi, j'étais hyper bien payé, je gagnais très bien ma vie en fonds d'investissement. Tu me demandais si ça me plaisait. Oui, le taf me plaisait, il y avait plein de trucs cool, etc. C'était loin d'être ma passion. Ouais. Et du coup, le jour où tu décides de faire ça, il faut que tu sois prêt à faire certaines concessions sur tes attentes de vie, quoi. Bien sûr. Voilà. Et arriver à lier les deux, c'est un vrai défi. Parce qu'il faut être sacrément entêté. Comme je le suis, j'y suis arrivé, non sans mal. Parce que souvent, tu sais, on montre toujours la partie émergée de l'iceberg. Ouais, tiens, c'est bien, il gagne sa vie, il roule dans des grosses caisses, il a une belle maison, etc. Mais en fait, faut voir le nombre de fois où tu doutes, le nombre de fois où tu es proche de tout perdre, le nombre de fois où personne ne croit plus en toi, à part tes proches, à part tes très proches, le nombre de fois où les gens te dénigrent ton travail. Je veux pas faire j'aime être optimiste, tu vois, mais ça, c'est à prendre en compte. Et il faut vraiment savoir l'affronter. Et il faut se créer une carapace par rapport exactement. à ça. Tout ça pour dire que voilà, ça vient pas du jour au lendemain, le fait de vouloir me lancer. C'est juste, tu sais, tu arrives au bout d'un cycle de j'ai fait ce que j'avais envie de faire. C'est-à-dire, je voulais bosser en fonds d'investissement quand j'avais 18-19 ans. J'ai gagné de l'argent. Donc, j'ai atteint une sorte de réussite. Mais j'aime pas trop dire ça parce que c'est pas vraiment une grande réussite pour moi d'avoir bossé dans un fonds. Mais en tout cas, pour moi, j'étais content d'avoir atteint ce but. Tu as un goal. Tu t'es coché une case. Exactement. On a chacun des objectifs différents. Il y en a, ils veulent être millionnaires à 30 ans, mais très bien, tu vois, c'est super. Moi, je voulais faire ce job, faire des deals, racheter des boîtes, vendre des sociétés, machin. J'avais envie de faire ça, tu vois. Donc, je l'ai fait. Et quand j'ai fait le tour, je voulais faire autre chose. Et je me suis dit, écoute, maintenant, j'ai pu acquérir pas mal de compétences qui vont me permettre d'être performant, de savoir créer de la valeur dans d'autres secteurs. Pourquoi pas le faire dans un secteur que j'aime? Et je me suis dit, je vais le faire dans l'automobile. J'avais une certaine appétence pour le digital, la vidéo. Et je me suis dit, je vais essayer de lier tous ces points d'attraction pour essayer de lancer mon business. Voilà. Et toi qui es dans le monde de l'auto, même si j'ai une idée un peu de ton ressenti, mais tu penses quoi du monde de l'automobile par rapport à la politique de l'électrique, etc., les malus? En fait, si tu veux, alors c'est marrant, c'est une question qu'on pose souvent et je me suis beaucoup intéressé au sujet. J'ai fait beaucoup d'ailleurs de vidéos sur ma chaîne sur l'hydrogène va-t-il remplacer l'électrique? Est-ce que l'essence synthétique va remplacer l'électrique? Est-ce que l'éthanol, le 85,
va remplacer l'électrique. Et en fait, c'est un sujet qui est extrêmement large. Il est vrai qu'aujourd'hui, les énergies fossiles, on sait très bien, il y a des enjeux de réchauffement climatique. Bon, ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est établi. Bien sûr. J'adore le thermique, je suis un fan de la première heure des voitures thermiques. Il faut essayer de trouver une solution à ça. La chose qui est un peu dérangeante, c'est que c'est vrai que la France, la Norvège et le Danemark sont parmi les seuls pays d'Europe qui font, si tu veux, un avancement à vitesse forcée, à marche forcée, pardon, à marche forcée, pour qu'on passe à l'électrique. Aujourd'hui, l'électrique, moi qui suis très critique sur toutes les voitures que j'essaye, les constructeurs ont fait le boulot, quoi. Ils ont fait le boulot, ils ont fait des voitures qui sont franchement bien, je peux pas dire le contraire. Ouais. Effectivement, t'as pas les mêmes sensations que dans une voiture avec un V12. Ce sont des voitures utilitaires, clairement. Faut pas me parler de plaisir dans une électrique parce que ça n'a strictement rien à voir. Par contre, ils font super bien le boulot. Quand tu vois Mercedes, BMW, Renault, Audi, Kia, Hyundai, toutes ces marques-là, elles ont fait le job. Ils ont fait le job. Ceux qui les critiquent ont juste rien compris. Ils ont fait le job. Après, ce qui est compliqué, c'est les infrastructures. Les infrastructures ne sont pas encore prêtes. Et puis, je pense que le jour où on proposera des voitures avec une autonomie réelle, je parle bien d'autonomie réelle, pas d'autonomie annoncée par le constructeur. Si on arrive à des autonomies réelles de 600 km, pourquoi les gens ne passeraient pas à l'électrique ? Bien sûr. Après, je pense que, bon, même si ça sort du sujet de l'automobile, mais d'un point de vue plus macro, tu as le problème de l'énergie. C'est que, mine de rien, complètement. On a décidé de sortir du nucléaire il y a 10 ans. Aujourd'hui, on fait machine arrière, sauf qu'on a perdu des années. Et si tout le monde passe, je crois que c'est l'équivalent de 15 millions de nouveaux consommateurs d'énergie. Enfin, c'est l'équivalent de 15 millions de nouveaux Français. Alors, si tout le monde changeait, switchait en électrique. Ouais, bien sûr. Alors après, il y a aussi après, moi, je pourrais en parler pendant des heures parce que le sujet est beaucoup plus profond que ce que je viens de faire. Déjà, bon, tu as une problématique sur l'extraction des terres rares. Comment ça se passe ? Qu'on ne maîtrise pas en plus. Qu'est-ce qu'on fait des batteries ? Bon, c'est un vrai sujet. Quelles sont les émissions de CO2 qui sont produites lors de la construction d'un véhicule électrique ? On le sait très bien, elles sont beaucoup plus élevées que sur un véhicule Je crois thermique. Que c'est 50 000 km pour atteindre le point zéro par rapport à une voiture, non ? Les études sont très vastes, effectivement. On peut être autour de ça. Il y en a qui disent beaucoup plus, d'autres beaucoup moins. Bon, après, voilà. Mais en tout cas, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte pour se faire un avis objectif sur le sujet. Moi, je pense, à titre personnel, j'espère que les gens revisionneront cette vidéo en 2030, je pense que l'électrique ne va pas remplacer tout notre parc. Je pense que c'est impossible. C'est impossible, mais il y aura des alternatives comme, tu vois, l'hybride rechargeable avec de l'éthanol est aujourd'hui, selon moi, une des meilleures façons de faire des véhicules propres et qui ne pillent pas les ressources de la Terre. La planète, ouais, bien sûr. Parce que tu as raison. Et puis, tu sais, quand on va un peu plus loin, en Allemagne, pourquoi la voiture électrique ne marche pas ? Parce qu'en Allemagne, c'est des usines à charbon. Ouais. Donc, faire marcher une voiture électrique avec une usine à charbon, ça n'a pas de même sens. avec le nucléaire, pour moi, beaucoup plus de sens que le charbon. Voilà, il faut essayer de chercher un sens. Et si tu veux, un cycle global qui soit quand même vertueux. Il ne faut pas que le serpent se morde la queue, quoi. Ça, faut pas qu'ils refassent les mêmes erreurs qu'avec le diesel. Enfin, voilà. C'est ça. Bon, et du coup, ça me permet de switcher, de passer à la question d'après. Qu'est-ce que tu penses de l'avenir du coup des véhicules thermiques d'un point de vue financier parce qu'on parle pas mal d'argent sur cette chaîne, mais dans l'idée, si par exemple aujourd'hui tu possèdes, je sais pas, un véhicule de collection sans donner de marque ou peu importe, mais je sais pas, dans les 50 000 euros, est-ce que tu penses que si c'est un véhicule recherché aujourd'hui, demain il aura toujours une valeur, ou est-ce que tu penses pas qu'il risque de tuer complètement le marché ? Non, je pense que ça aura toujours une valeur, même si demain il y aura un switch qui devrait être plus fort et significatif sur l'électrique. Il y a 40 millions de voitures qui sont en circulation en France aujourd'hui, même en 20 ou 30 ans. Je suis prêt à prendre le pari, on en reparle en 2050. Il y aura encore des voitures thermiques qui vont rouler. Ouais, je pense. Après, en fait, si tu veux, aujourd'hui, cette accélération sur le pivot vers l'électrique fait que beaucoup de voitures anciennes prennent de la valeur. Aujourd'hui, dans le marché de l'investissement automobile ancien, il y a deux types de voitures qui fonctionnent. Ça, j'en parlais, tu vois, avec Mathieu Lamour, qui est le directeur général de Arcurial Motor Cars, société de vente aux enchères bien connue. Yes. Et en gros, il me disait, aujourd'hui, il n'y a que deux catégories qui marchent, les Youngtimers, donc les voitures années 80, 90, 2000, et les voitures de course.
Les voitures plus anciennes, à 50, 60, 70, aujourd'hui intéressent beaucoup moins. Elles ont eu un pic il y a quelques années, mais aujourd'hui c'est en train de baisser. Et ces catégories de voitures ont des cotes qui vont continuer à augmenter, à condition bien sûr qu'elles représentent une rareté. Ouais. Tu prends par exemple, je sais pas, une Clio RN 1 litre de Ouais. 1993, je vais pas te dire que c'est l'investissement du siècle. Normal. Par contre, tu achètes une Clio Williams avec très peu de kilomètres, oui, tu vas gagner de l'argent là-dessus. Et ça me permet de passer à la question d'après. Si je vais te donner un défi, Vas-y. enfin bon, c'est pas non plus très grave, je te rassure, Ouais. mais dans l'idée, je vais te donner 3 montants différents et tu me dis ce que toi tu prendrais, Ouais. même si je précise avant, c'est pas du conseil d'investissement, c'est vraiment voilà, discussion tranquille. Ouais. Mais qu'est-ce que tu prendrais dans un budget de 30 000 euros par exemple? Alors, quelle génération? J'ai envie de te dire toute génération. Toute génération, dans un budget de 30 000 euros Si par exemple tu avais 30 000 euros de côté, pour faire de l'invest. Ouais, je veux dire 30 000 euros qui ne représentent pas genre tout ton patrimoine, mais tu dis que, ok, je sais pas, sur une partie de ton patrimoine, tu aimerais bien te faire un kiff, mais en même temps, à défaut de, en tout cas, gagner de l'argent, au moins pas en perdre, potentiellement. Ok. Moi, je prendrais une Mazda MX-5 récente, qui est une voiture assez drôle pour 30 000 Elle est euros. sympathique, ouais, d'ailleurs. Ouais, et puis c'est une voiture qui est très ludique, légère, hyper sympa à conduire. Je te donne 3 modèles parce que j'en ai plusieurs en tête. Sûr. Une BMW M135i parce que c'est un des meilleurs 6 cylindres de l'histoire. Ok. Et après, si je reviens à des voitures françaises, une Clio Williams. Clio Williams. Ouais, alors elle sera un peu kilométrée à 30 000 euros. Ouais. Mais voilà, ça c'est les 3 ça modèles coûte déjà que je plus que 30 000. Enfin, Il y en a qui montent à 55-60 en état excellent. Après, elles se vendent véritablement à 40. Mais ouais, à 30 000, tu peux en trouver. Ok, et voilà. Donc ça c'est 30 000 et on va se faire 70 000 et 150 000. D'accord. À 70 000 euros, une voiture à acheter, bien sûr, c'est l'Alpine A110. Alpine A110 en version S ou GT, on le voit sur le marché de l'occasion, les gens les achètent 70, 3 ans après elles valent 65, 70. Donc elle cote Donc ça cote super bien et puis ils vont arrêter les moteurs thermiques Alpine, donc ces cotes vont exploser. Et c'est une voiture qui est vraiment super. J'aime bien parler des voitures françaises quand même de temps en temps. Ça fait du bien. Je suis d'accord. En plus, ça fait kiffer d'avoir une marque française qui fait, même honnêtement, et on n'est pas sponsorisé par Renault. Non. Mais je trouve qu'ils ont pris le bon chemin qu'avait pris Peugeot peut-être avant eux. Et maintenant, je trouve que Peugeot fait moins bien. Et je pense, enfin après, j'en sais rien, mais je pense qu'ils vont gagner des parts de marché. Donc ouais, Alpine. Après, en 2, je mettrais une BMW M4 compétition, une F81, si je ne me trompe pas, donc les modèles 2016-2017. Et après, une 3e voiture sympa à ces prix-là. Moi, j'aime bien les voitures de sport, c'est pour ça que je te parle de ces caisses. Mais je pense que nos auditeurs aussi. Ouais, je pense aussi. Après, en 3e voiture, je prendrais une voiture qui me vient à l'esprit comme ça, un Porsche Cayman, qui a quelques années, tu vois, qui a genre 6-7 ans, qui est aussi une très bonne voiture, et c'est des voitures qui vont garder leur cote. Ouais, c'est pas mal. Mais même, je voyais les Boxster, les anciens qu'on catégorisait un peu de merguez, etc. Franchement, elles commencent à coter. Hein. Ouais, bien sûr. C'était descendu à un moment à 7-8 000 euros. Ouais, c'est dingue. Maintenant, ça vaut 15-20 000. Ouais, c'est ça. En bon état. Et dernière question sur les budgets. Si tu avais 150 000 euros, parce que là, alors moi je suis un fan inconditionnel de Porsche 911. J'ai une Porsche 911, tu vois, j'ai la toute dernière, la 92 KRS. Que j'ai vue, qui est très belle. Ouais, belle config. Merci, mais j'aime bien les jantes. C'est une voiture que j'ai toujours aimée parce que tu peux tout faire avec, tu peux rouler fort. Polyvalent. Moi, tu peux faire du drift, tu peux faire de la route, tu fais 900 km avec un plein. Moi, j'ai un réservoir 90 litres, je fais 885 km avec un plein. C'est dingue. C'est incroyable. Et tu estimes que c'est liquide comme véhicule ? Oui, complètement. À partir du moment où il est placé correctement, c'est un véhicule qui est très liquide, qui ne coûte pas cher du tout à entretenir. Ça coûte moins cher que beaucoup de voitures qui coûtent 50 000 euros. Une Porsche 911, contrairement à ce que les gens pensent, c'est hyper fiable. J'ai jamais eu de problème avec des 911. Donc c'est vraiment top. Donc Porsche 911, type 992, une 97 GT3, ça peut être une 91 GT3. Il faut essayer d'aller choper soit des confis qui sont très belles, couleur intérieure, soit sinon des modèles, moteur, édition limitée. Et là, à 150 000 euros, tu peux vraiment y aller et te faire plaisir. Après, comme
Comme autre modèle à 150 000 euros, moi, j'ai vraiment la 900, c'est de... Ah oui, Mercedes AMG GT. Ouais. Ça, c'est un modèle incroyable. Très belle en plus. Hein. Et à 150 000, je pense que tu peux commencer à avoir des AMG GT-R. Ok. Et ça, pour le coup, c'est une voiture qui, dans quelques années, va prendre en cote parce que ils vont mettre des hybridations légères, ensuite ils vont mettre des grosses hybridations. Ouais. Et donc, voilà, il y aura une voiture qui sera encore légère. C'est des moteurs extrêmement fiables, c'est des V8 4 litres qui développent près de 600 chevaux. Très joueur, c'est bestial à conduire. Donc, ouais, 911 et AMG GT R, là, c'est un vrai invest. Excellent. Ouais. Et du coup, toi, parce que, bon, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, mais bon, même si je pense qu'il y a du monde qui te connaît dans ceux qui me suivent, en tout cas, parce que j'avais un peu anticipé, etc. J'avais parlé de ta chaîne. Okay. Dans l'idée, toi qui as conduit quand même, je pense, en tout cas, à mon niveau, tu as conduit des voitures de fou furieux et je pense que c'est même pas une question que d'argent. Ouais. C'est que tu as eu des expériences de fou avec des véhicules de tout type. Je vous invite à aller voir. Ouais. Mais c'est quoi ce qui t'a marqué le plus ? Ce qui m'a marqué le plus, en fait, j'ai eu la chance, pour expliquer aux gens qui ne me connaissent pas, j'étais très petit passionné de vitesse, de très grosse vitesse, d'accélération, de sensations fortes en voiture. Et quand j'ai commencé ce business, je me suis dit, il faut que je fasse tous les essais des voitures qui me faisaient rêver, quoi. Donc je parle de marques très rares, Bugatti bien sûr, Lamborghini, Ferrari, pour les classiques. Après les préparateurs, 9FF qui est préparateur de Porsche, qui fait les plus grosses préparations, Roof aussi Porsche, Tech-Art aussi Porsche, LC Performance qui fait des Audi Sport Quattro et aussi des prépas sur Porsche 911, Brabus, je connais très bien Constantin Buschmann, le fils du fondateur qui est aujourd'hui l'actuel propriétaire. Et du coup, grâce à tous ces préparateurs allemands, et aussi en Italie, j'ai pu essayer des voitures de malades. Les voitures qui m'ont vraiment marqué, bien sûr, Bugatti Chiron Super Sport, 1600 chevaux, 490 km/h en vitesse de pointe. Moi, je ne les ai pas pris, mais j'ai pris un peu plus de 300. C'était quoi, c'est Autobahn ou circuit, t'as testé ? C'était sur une piste spéciale. Okay. Ouais. Mais ça, je ne l'avais pas filmé d'ailleurs, parce que j'ai fait un essai sur route, mais par contre, sur route, j'ai fait gaffe. Deuxièmement, Porsche préparé par 9FF. Donc j'en ai essayé 2. Une de 1375 chevaux, une de 1400 chevaux, boîte mécanique. Et ça, c'était la première fois de ma vie, j'avais peur dans une bagnole. Vraiment, j'ai vraiment eu peur et tout. Ah, mais t'avais pas fait ça avec Benj Royer, non ? J'en ai fait une avec Benjamin Royer, ouais. Benjamin qui est un copain. Et même lui était terrorisé. Et c'est marrant, dans la vidéo, les gens... Ouais, il dit stop à un moment donné. Ouais, il dit stop. Et en fait, les gens disent, mais je comprends pas, le mec a peur. Non, et en fait, j'avais répondu aux gens, mais vous vous rendez pas compte, en fait. Bah oui, si je vous mets en passager, c'est vous qui allez me dire d'arrêter immédiatement. Bah, t'as envie de pleurer. Et puis, troisième voiture très impressionnante. Celle-ci n'est pas encore sortie, elle sort dans quelques semaines. J'ai essayé une Porsche 992 Turbo S, donc la dernière Turbo S. Ok. Avec mon pote Yann Lejosec de Pégase Pilotage, qui est le seul mec à avoir formé Sébastien Loeb, qui est un pilote de rallye émérite. Et j'y suis allé avec lui. Et on a essayé une Porsche 992 Turbo S de 1300 chevaux. Et je crois que c'est sans doute la voiture la plus performante que j'ai jamais conduite de ma vie, plus performante qu'une Bugatti Chiron. Incroyable. Ouais, voilà. 4 roues motrices en plus. Ouais, t'as tellement de puissance que la voiture patine sur le sec jusqu'à 160. Incroyable. Ouais, c'est un truc très stylé. Ok, et on est un peu contraint par le temps. Ouais. Mais ce sera peut-être l'occasion d'en refaire un si t'es chaud. Écoute, mais pourquoi pas. Dans l'idée, j'aurais 2 dernières questions pour toi. Dans un premier temps, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui veut se lancer ? Pas forcément dans le milieu auto, mais toi qui as eu la chance, et enfin, c'est le travail qui a fait que ça t'a amené là. Mais dans l'idée, tu es passé par plein de jobs différents et plein d'aventures différentes. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a 25 ans, 30 ans, qui se pose des questions sur son avenir pour se lancer potentiellement et créer sa boîte ? Ou se lancer éventuellement sur les réseaux sociaux, mais dans un but business derrière, tu vois ? En fait, il faut définir quels sont... une question à se poser. En fait, quel serait votre rêve où vous vous verriez dans 10 ans, idéalement ? En train de faire quoi ? Tu vas être expert comptable, avocat, tu vas être à la tête d'une entreprise spécialisée dans les médias, tu veux vendre des voitures, acheter des voitures. Se poser des questions simples. Souvent, les gens ne se posent pas des questions simples.
Tu sais, quand tu es à l'école, on te dit alors, toi, tu veux faire ça, tu vas avoir une carrière dans tel truc, etc. Mais est-ce que tu as vraiment envie d'être ingénieur ? Ouais. C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que tu as vraiment envie d'être financier ? Est-ce que tu as vraiment envie d'être comptable ? Tu as envie d'être pompier ? Tu as envie d'être maçon ? Je ne sais pas, peu importe. Donc déjà, c'est les premières questions à se poser. Est-ce que ça te fait vibrer ? Parce que quand tu travailles, que tu fasses ça dans ta passion ou pas dans ta passion, moi je vois quand je bosse, une journée comme aujourd'hui, tu vois, ce matin j'avais 2 rendez-vous, j'en ai un cet après-midi. Bon, voilà, c'est du vrai boulot, hein, ça a beau être ma passion. Quand je négocie avec des clients, quand je négocie avec des partenaires, ça reste du travail. Quand on fait des tournages, ça reste du travail. Donc, il faut juste se dire que le jour où tu arrives à faire de ta passion un métier, dans les moments difficiles, ça va te raccrocher à ton but original. À la target. C'est ce que ça te permet de faire. Après, le travail reste le travail. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux faire dans 10 ans ? Est-ce que ça me fait vibrer ? Et est-ce que je serai prêt à tout donner et à vraiment faire des sacrifices si je me lance là-dedans ? Donc, on en revient au même thème, hein, persévérance, pugnacité, résilience et travail. Pour moi, c'est les quatre piliers d'une réussite, quel qu'en soit son niveau. Et comme on parle de persévérance, etc., tu fais du sport, toi ? Ouais, moi, j'ai fait du sport. J'étais athlète en judo. D'accord. Pendant pas mal d'années, j'étais compétiteur. J'étais en équipe de France. T'estimes que ça t'a aidé Ouais, forcément. Bah, déjà, dans le mental, etc. Déjà, le sport, t'apprends à rester les pieds sur terre, à toujours considérer que tes adversaires sont de qualité et à ne pas les dénigrer, à pas être présomptueux face à quelqu'un, à pas être trop sûr de toi, à aussi te dire que la chute, bah, tu sais, en judo, tu peux tomber à n'importe quel moment. Tu peux être très très fort. On va dire qu'il y a un mec beaucoup moins fort que toi qui te prend en fin d'entraînement, sur un coup de malentendu, il peut te mettre par terre. Et en fait, dans le business, c'est la même chose. Donc, ça t'apprend beaucoup de valeur par rapport à ça. Et puis, surtout, ça t'apprend le combat. Parce que tu fasses des sports de combat ou pas, l'entrepreneuriat, c'est un combat quotidien. Bien sûr. Et c'est vrai que sur ça, ça te donne un mindset de... Bon voilà, je sais que mes copains qui sont sportifs, qui ont été sportifs de haut niveau, bon bah ils arrivent plutôt bien dans le business. Bien sûr, on en voit beaucoup, hein, des sportifs qui se reconvertissent. Je sais pas, je pense à typiquement Tony Parker. Il a monté un fonds, etc. Bon, je le connais pas, hein, mais j'ai fait un déjeuner avec lui la semaine dernière. Tu vois, Tony Parker, c'est un bon exemple. Tony Parker, déjà, il a un parcours sportif pour les gens qui ne connaissent pas très bien. 5 étoiles. Hein. Hors norme, c'est plus que ça pour moi. Ce mec est hors norme. C'est un mec. Déjà, j'adore l'humain. Je trouve le personnage incroyable, hyper discret, hyper humble, avec un talent et surtout une capacité de travail. Parce qu'il y a le talent, mais là, c'est un mec qui a bossé. Les gens ne s'imaginent pas à quel point. Et du coup, c'était intéressant parce que lui expliquait pendant le déjeuner que le mindset français par rapport à la réussite, la méritocratie, est très différent de ce qu'il a pu voir aux États-Unis. C'est clair. Tu vois. Et c'est intéressant de voir que des personnes qui arrivent bien dans la vie sportive y arrivent aussi dans la vie entrepreneuriale. Et Tony Parker, c'est un bon exemple. Ouais, mais je suis totalement d'accord avec ça parce que nous, on ne fait pas du tout de conseils sportifs ou en nutrition, quoi que ce soit. Mais en fait, j'explique souvent à nos auditeurs que le travail que tu vas fournir dans le sport, c'est quasiment le même que tu vas fournir sur l'aspect entrepreneurial. Alors évidemment, tu vas pas faire des exercices physiques, mais dans l'idée, il faut avoir une certaine récurrence, savoir découper tes objectifs, pas attendre trop tôt des résultats. Enfin, c'est un peu le même état d'esprit. Mais ok, super. Et alors malheureusement, j'ai encore plein de questions à te poser, mais on n'aura pas le temps. Mais est-ce que déjà tu as une approche avec l'immobilier ? Parce qu'en fait, moi, on parle beaucoup d'IMO normalement sur ce podcast, on n'en a pas du tout parlé. Tu as déjà fait des investissements, éventuellement tu ne veux pas en parler, à ce moment-là on passe à autre chose. Non, en fait, il y a des choses, moi je parle pas de tout pendant les interviews, je vais juste te parler de mon approche que j'ai par rapport à l'IMO. Effectivement, moi c'est une classe d'actifs dans laquelle il est important d'investir pour aller créer de la valeur rapidement. Ça peut être sur des résidences secondaires, de l'investissement locatif, mais même sur sa résidence principale. Bien sûr, on peut faire des très beaux achats. Tu vois, comme ça. Moi, je vais juste parler d'un invest, celui de ma dernière résidence principale.
Bon, bah voilà, je suis rentré à un prix ultra bas grâce à l'augmentation des taux. Donc, j'ai joué là-dessus. J'ai cassé le prix d'entrée du bien. Et je vais faire une extension énorme dans la maison. Et oui, là, il y a beaucoup d'argent à gagner. Bien sûr. Et quand tu parles de... Là, si on parle de revenus nets sur l'opération, oui, c'est sûr que pour aller chercher le même revenu net de fiscalité C'est incroyable. dans un business, il faut être réveillé. C'est clair. Je dis pas que c'est pas possible, hein. Attention, tout est possible. Il y a des gens qui sont beaucoup plus intelligents que moi pour le faire. Mais en tout cas, il faut pas, je pense, mettre de côté que la pierre reste encore un actif super intéressant Bien sûr. quand on a compris 2-3 règles. J'ai pas ton niveau de connaissance, mais j'ai un niveau restreint qui me permet déjà En fait, c'est juste des de maths. gagner beaucoup d'argent. Ouais, bien sûr. Bah, Voilà. de toute façon, ce que j'explique souvent aux gens, c'est que, bon, moi je dis que voilà, je donne des cours de finance, etc. Mais il faut pas oublier un truc, c'est que la base de la base, c'est juste savoir gérer un budget. Ouais. Genre les plus et les moins. Et sur une opération IMO, bon, certes, tu vas complexifier le truc avec ton pilotage des travaux, etc. Ouais. Mais globalement, ça reste factuellement simple sur le papier. Bien sûr. Voilà. En fait, je vais rénover, je vais revaloriser l'intérieur de l'actif et puis je le revends. Donc en fait, la personne qui achète, elle achète toutes les galères que tu as eues pendant quelques mois de travaux Ouais, c'est ça. Exactement. avec ton Elle architecte, achète ton temps. etc. Elle achète du temps. Et elle fait pas une mauvaise opération, hein, en Non, soi. non. Tu peux tout à fait faire une très bonne opération. Elle va bénéficier de 9 mois de travaux immédiatement, donc elle surpaye. Bien sûr. Et toi, tu bénéficies bien sûr de la plus-value que ces Bah oui, ces travaux mais génèrent. c'est win-win. Enfin, je veux dire, c'est comme quand tu as acheté une baguette de pain, bah, tu as acheté le temps du boulanger qui s'est levé Exactement. à 6h du mat, qui a fait sa farine, ses trucs. Tu peux la faire toi-même, hein. Exactement. C'est juste tu vas te galérer Non, le mais matin ça, à la faire. on est d'accord. Ouais. Mais ça, tu vois, je pense que ça me fait penser à ça par rapport à ce qu'on disait juste avant sur Tony Parker. Ouais. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, tu vois, ce genre de justification, là, en fait, on se justifie de dire Ouais, bien sûr. ouais, mais tu vois, j'arnaque pas le mec qui va me racheter ma maison et tout, mais évidemment. Et en fait, les gens ont tellement la notion de l'argent qui est mauvais. Tu sais, il disait un truc intéressant, Tony Parker, à ce déjeuner, là, vendredi dernier. Là. Il disait à un moment, il dit si les gens en France ne se moquent pas de toi, c'est que ton rêve n'est pas assez grand. Je suis d'accord. Et ça résume très bien l'état d'esprit qu'il y a en France. Par exemple, moi, je sais, quand je parle, alors j'ai des copains qui ont un peu le même mindset que moi, avec qui j'échange, quand on me dit quelles sont les ambitions de ta boîte, c'est une question à laquelle je ne réponds jamais quand je fais des vidéos, des trucs comme ça, mais avec des copains. Parce qu'en France, Ça va faire marrer les gens. ça va faire marrer et les gens vont se dire ouais, le mec, il a un Il peu se la prend pour un confiance. fou. Ouais. Alors qu'en fait, pour moi, si tu n'as pas de vision, si tu n'as aucune vision sur ce que tu vas faire de ton business, ça peut pas marcher. Je suis d'accord. Le truc, c'est qu'une vision est forcément ambitieuse. Mais Bien sinon, sûr. tu n'as pas d'objectif. Enfin, demain, sûr. par exemple, tu lances une boulangerie. Si ton objectif, c'est faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires, il n'y a rien de présomptueux à dire ça. C'est Bien un sûr. objectif. Sans objectif, sans vision, tu fais rien du tout. Faut que tu découpes ton objectif et tu C'est ça. regardes étape par étape, genre vers quoi il faut aller pour tendre vers ton Ouais. objectif maximum. Ouais, bien Ouais. sûr. Et en France, on a ce truc-là. Aux États-Unis, tu vas voir un Américain, tu te dis ouais, moi, ma boîte, dans 2 ans, je vais faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il fait ouais, mec, bien joué, il va te taper la main. En C'est France, ça. tu dis ça à quelqu'un, il va te dire ouais, ok, bah écoute, bon courage. Hein. Ouais. Tu vois. Et c'est vrai, et quand Tony Parker disait ça, il a trop raison, tu vois. Il prenait comme exemple, lui, quand il était en France, avant d'être drafté, on lui disait, ouais, lui, il a trop la confiance en lui. Et quand il est arrivé en NBA, on lui disait, putain, quelle maturité. Tu vois, Ouais. alors qu'en fait, c'était exactement la même personne, c'est ce qu'il expliquait. Bien sûr. Et d'où cette phrase a beaucoup de sens. Hein. En gros, si les gens ne se moquent pas de toi, ton rêve n'est pas assez grand. C'est une très belle citation. Franchement. Alors, malheureusement, on va devoir s'arrêter bientôt. Mais j'aurais une dernière question. Non, une avant-dernière question. Ok, dis-moi. Toi qui es dans le milieu entrepreneurial, Ouais. qui même autour des voitures, etc. Nous, on a envie d'inviter plein de gens. Ok. Si tu avais une personne en tête, pas forcément celui dont on a parlé avant, hein, c'est vraiment genre une vraie question. Ouais. Qui est-ce que tu aimerais voir à ta place aujourd'hui? Bon, il y en a plusieurs. Il y a comme personnes intéressantes dans le milieu auto. Bon, il n'y en a pas beaucoup déjà, hein, parce qu'il y en a beaucoup, ils font ça juste pour s'amuser. Il y en a beaucoup, ils n'y arrivent pas, parce qu'ils ne travaillent pas, tout simplement. Mais après, encore une fois, il n'y a pas une critique particulière Non, derrière bien ça. sûr, C'est bien sûr, juste bien que chacun a ses propres attentes et besoins dans la vie. Donc, c'est pas parce que tu n'y arrives pas que tu es une mauvaise personne. Bien C'est sûr, juste bien que sûr. ça ne fait pas partie de tes ambitions. Exactement. Je me suis un peu mal exprimé. Bon, t'as Lucien de Boiserie.
J'adorerais, putain. Voilà, Lucien, qui est un gars super intéressant, qui est vraiment Un vrai entrepreneur en plus. Hein. Alors, un vrai entrepreneur et un vrai mec, quoi. Genre un mec qui est transparent, hyper authentique, tu vois. Yann Delplanque aussi, qui est un copain de Dans la boîte à gants, podcast Dans la boîte à gants. J'aime beaucoup aussi. Voilà. Et ça, ce sont les deux personnes avec lesquelles tu pourras avoir un échange intéressant. Bah écoute, si ce sera avec plaisir, si c'est faisable, on verra, vous êtes les bienvenus. On et une dernière question, est-ce que tu as un mot de la fin, un conseil, un tips, un dernier truc à donner? Moi, le seul truc que j'ai à donner, c'est que pour réussir un projet, il faut que vous construisiez une vision claire de ce que vous voulez être, ce que vous voulez faire. Sans vision, on n'y arrive jamais. Voilà. On est d'accord. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi. C'était un plaisir. Super sympa. N'oubliez pas, on s'abonne, petite note 5 étoiles sur toutes les plateformes, des petits commentaires. Allez voir sa page, je te mettrai en description de la vidéo. Merci à toi. Et voilà, merci à tous. Merci. Et à très vite pour un prochain épisode. Ciao. Ciao.